Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées auprès de la République togolaise, Monsieur le professeur Sosé, je crois qu'il est en train d'arriver. Merci pour votre présence, distingués invités. Monsieur les maires des différentes communes de Lomé, Mesdames et Messieurs les directeurs, chefs de division, j'espère que je n'ai oublié personne. Les universitaires, grands universitaires, je vois des têtes bourrées d'intelligence ici. J'ai quand même oublié nos amis de la presse, parce que si on ne parle pas d'eux, c'est vraiment que vous le verrez sur TikTok. Comme je ne veux pas être attaqué par les TikTokers et les blogueurs, alors, chers amis de la presse, soyez les bienvenus. Je voudrais vous souhaiter la cordiale bienvenue et surtout remercier l'ensemble des invités dont la présence parmi nous contribue à la beauté de cette entrée diplomatique. Comme le dit si bien Amadou Pateba, de même que la beauté d'un tapis tient à la variété de ses couleurs, de même que la beauté d'un tapis tient à la variété de ses couleurs, la diversité des hommes, des cultures et des civilisations fait la beauté et la richesse du monde. Votre mobilisation fait la beauté de notre entrée diplomatique. Vous êtes nombreux, mesdames et messieurs, à être présents à cette rentrée pour discuter des questions brûlantes, des questions que nous dirons très importantes pour le devenir du continent africain. Tout particulièrement, je voudrais remercier de nouveau l'honorable Koulamala Abderrahmane, cher ami, qui a accepté volontiers de faire le déplacement sur Lomé à cette occasion et surtout d'être le principal orateur. Ceux qui connaissent l'honorable Abderrahmane, je ne vais pas me répéter, vous allez mieux le connaître. Vous allez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Vous irez bien. Mes remerciements vont également au modérateur, le professeur Serge François Assebé, qui a accepté de coordonner les échanges que j'espère fructueux dans le cadre de cette présente conférence. Cher professeur, c'est un autre événement qui vous amène ici à Lomé et vous avez accepté de venir partager avec nous la connaissance. Mesdames et messieurs, distingués invités, face au bouleversement du monde en cours, l'Afrique doit se positionner en actrice qui compte pour elle-même, suivant ses propres intérêts, d'où le choix de notre thème. Je ne voudrais pas rentrer dans ce que je pense moi-même, parce que je pense que certains d'entre vous nous connaissons déjà. Quand il s'agit de l'Afrique qui doit se prendre en charge, de l'Afrique qui doit s'affirmer, de l'Afrique qui doit s'autodéterminer, vous connaissez assez de notre position, la position de la diplomatie togolaise. Le monde aujourd'hui, caractérisé par des bouleversements profonds et une résurgence des rivalités géopolitiques, oblige l'Afrique à se mettre en capacité d'interagir de façon autonome avec les différents acteurs. Conscient de cet enjeu et travaillant au service d'une Afrique debout, définissant elle-même les termes de ses rapports avec le reste du monde, et jouissant d'une autonomie d'action dans un environnement international de forte rivalité, la diplomatie togolaise a inscrit
au rang de ses priorités la question de l'autonomie stratégique de l'Afrique. Cette conférence de rentrée diplomatique, placée sous ce thème, permettra, nous le pensons, d'échanger avec les diplomates de Togo. Pour votre information, la diplomatie togolaise s'est beaucoup enrichie ces dernières semaines, ces derniers mois. Lors du dernier recrutement de la fonction publique, nous avions eu au niveau de la diplomatie togolaise presque une centaine d'agents. Donc nous sommes en formation, nous voulons former des jeunes pour nous remplacer demain. Mais pardon de ne pas prendre ma place. Votre tour va arriver, chacun à son tour. Donc les jeunes diplomates sont là. Nous sommes fiers de les accueillir parmi nous. D'où l'importance d'échanger avec les diplomates, ces jeunes diplomates, des questions de l'autre, comme celle de la nouvelle réalité géopolitique et de l'autonomie stratégique de l'Afrique. Nous voulons ici vous dire que l'Afrique, qui continue d'être au cœur des convoitises et des rivalités internationales, doit elle aussi s'affirmer et s'auto-proclamer comme un continent de l'avenir. Plusieurs agendas, bien sûr, peupleront l'année diplomatique dont nous entamons la rentrée aujourd'hui. Notre diplomatie continuera de porter la voix du Togo et celle de l'Afrique, de faire valoir et prévaloir les priorités congolaises et africaines sur la scène internationale. En début de cette année, pour ceux et celles qui ont suivi l'actualité internationale, rappelez-vous qu'une initiative togolaise au sein de l'Union africaine a conduit à la qualification de l'esclavage, de la déportation, de la colonisation, des crimes contre l'humanité et du génocide contre les peuples d'Afrique. Cette décision a été prise lors de la dernière session, précisément le 16 février de cette année 2025, par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et nous voulons ici, une fois de plus, rassurer les uns et les autres que cette qualification est un chemin indispensable pour la mémoire des peuples africains. Il n'est pas normal, nous le disons toujours et sans cesse, que ce qui s'est passé sur ce continent ne soit pas qualifié de crime contre l'humanité et de génocide. Nous nous réjouissons que l'Union africaine, que la conférence des chefs d'État et de gouvernement ait décidé de prendre cette qualification historique sous l'impulsion du président du Conseil, le président fort et sans Assimi, qui nous a inspiré afin d'introduire cette question à l'Union africaine. Je voudrais ici, au nom du président du Conseil, vous réitérer l'engagement de la diplomatie togolaise. On a toujours œuvré pour les causes africaines et également défendre les intérêts africains. Pour en finir, parce qu'il faut que j'en finisse, et que je laisse la parole à mon cher aîné, Abderrahmane Lamala, je voudrais conclure en invitant les diplomates togolais à garder le cap et à redoubler le courage au service de notre pays, le Togo, et des causes africaines. C'est Aristote qui disait, enfin, comment finir un discours à pontiphilologue que je suis, il ne faut pas parler d'Aristote. Car il faut parler d'Aristote. J'ai repris aujourd'hui d'Emmanuel Kant, je vais vous parler d'Aristote. Monsieur le Premier ministre, le Premier ministre m'autorise à y aller, alors j'y vais. C'est Aristote qui nous disait que le courage est la première des qualités humaines, car elle garantit toutes les autres. Nous tous ici présents, nous devons être courageux pour porter ensemble des valeurs humanistes
des valeurs qui doivent transformer notre pays le Togo pour les Togolaises et les Togolais ici présents, et notre monde pour les diplomates ici présents. À vous, diplomates africains ici présents, je voudrais vous rappeler une mise en garde de Joseph Kizerbo. Je m'adresse aux diplomates africains, nous connaissons assez les diplomates africains. Je vois l'ambassadeur d'Égypte qui me regarde. C'est Kizerbo qui nous avait dit, et je l'ai répété lors de la dernière fois, la troisième conférence ministérielle de l'Alliance politique africaine, cette parole touchante de Kizerbo qui nous dit que si nous nous couchons, nous sommes morts. S'il vous plaît, ne nous couchons pas, nous ne voulons pas mourir, nous voulons continuer à défendre l'Afrique. Et à vous, chers diplomates de tous les pays du monde ici présents, je voudrais vous inviter ensemble à défendre les valeurs humaines, les valeurs de paix, de sécurité, de démocratie, de droits de l'homme, qui sont des valeurs indispensables pour le monde entier et également des valeurs que nous devons inclure dans l'autonomie de l'Afrique. Et je vous remercie. Merci, Son Excellence, pour votre discours. Cette troisième édition de la rentrée diplomatique s'honore d'accueillir le professeur Serge François Sosé, maître de conférence agrégé des facultés de droit à l'Université de Douala au Cameroun, qui a accusé un léger retard. Avant qu'il ne nous rejoigne, nous voulons rappeler que le thème de cette troisième édition est les nouvelles rivalités géopolitiques et autonomie stratégique de l'Afrique. Nous voulons ainsi inviter le modérateur à prendre place pour la conférence en question. Monsieur Abderrahmane Koulamala, sénateur de la République du Tchad, est ancien ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement du Tchad. Il fut à plusieurs reprises ministre de la Communication à deux reprises, ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Il a porté des portefeuilles ministériels au sein de la culture, de la jeunesse et du sport du Tchad. Plus de 20 ans à la présidence de la République du Tchad et aujourd'hui sénateur, il préside le groupe parlementaire Les Refondateurs, contribuant activement au travail législatif de la jeunesse de la Chambre haute tchadienne. Monsieur le conférencier, vous avez la parole. Merci. Je vous en prie, avant que je vous donne la parole, permettez-moi de présenter mes excuses pour ce léger retard. Effectivement, l'activité diplomatique qui nous lie ce soir est une activité secondaire parce que, invité par mon maître, le professeur Tordi Kokoroko, je suis venu dans le cadre de la préparation des candidats au concours d'agrégation, dont un candidat était déjà en train de passer parce qu'on ne peut pas couper son temps afin de le libérer. J'ai laissé tout de même le soin à ce que d'autres collègues puissent les entraîner jusqu'à ce que la messe diplomatique soit dite, parce que pour moi, l'Assemblée, c'est être très importante. Dès le début de mes propos, permettez-moi de dire, et je laisserai la parole de l'autre côté avant de revenir,
que ma fierté en tant qu'enseignant de droit diplomatique, c'est que le droit diplomatique est sorti des couloirs institutionnels ou politiques, ou bien la diplomatie même en général, est sortie des couloirs diplomatiques et institutionnels pour devenir une diplomatie droit de l'hommiste, pour devenir une diplomatie des droits humains, de l'amélioration de l'humaine, condition des vies humaines. Voilà pourquoi je trouve aujourd'hui la diplomatie comme une arme de développement, non pas simplement une arme de construction des idéaux et des philosophies politiques. Si je peux dire un mot de tout à l'heure pour résumer les propos de son Excellence, si vous me permettez, le ministre, tu sais, ce que j'ai retenu, c'est que la diplomatie togolaise est comme un roc. Ce roc debout et tu dois s'y pérenniser. Vous m'avez dit la diplomatie togolaise, elle est résidente, elle est intergénérationnelle, elle est faite pour servir non pas seulement le Togo, mais l'Afrique tout entière. Je vous enseignerai et on le saura plus davantage. J'aimerais, je vous en prie, je vous donne la parole pour l'improvisation. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, Joseph Oficho, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués invités en vos rangs, qualité et grade, chers jeunes diplomates togolais, c'est avec un profond honneur que je prends la parole à cette rentrée diplomatique de la République togolaise sous l'invitation fraternelle de mon frère, le professeur Robert Bissé, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur. Je voudrais saluer la clairvoyance et la pertinence de ce rendez-vous qui, au-delà de la diplomatie togolaise, contribue à nourrir la réflexion panafricaine sur les défis contemporains de notre continent. Je voudrais surtout rendre un hommage appuyé au leadership de son Excellence Fort de Sozina Nassimbe, dont la vision et l'action ont donné au Togo un nouveau visage, faisant de ce pays un espace de stabilité et d'initiative au service de notre continent. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans un contexte mondial marqué par de profondes recompositions. Les rivalités géopolitiques se ravivent en Afrique, loin d'être à la marge. Les pays africains se trouvent au centre de ces bouleversements. Mais ce qui est nouveau, ce qui change la donne, c'est que l'Afrique elle-même s'est transformée. Elle n'est plus l'Afrique passive et silencieuse. L'Afrique passive et silencieuse d'hier. Elle est portée par une jeunesse exigeante, consciente de ses droits, connectée aux dynamiques du monde, une jeunesse qui dit avec force: nous ne voulons plus simplement hériter d'un drapeau, nous voulons hériter d'une puissance. Cette quête de souveraineté, nous la voyons s'exprimer partout. Elle est au cœur des changements récents au Sahel, à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey. Les nouveaux dirigeants ont émergé, portés par une opinion publique qui rejette les dépendances anciennes. Le colonel Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, le général Tiani bénéficient d'un soutien populaire, non pas parce qu'ils incarnent des démocraties parfaites, loin s'en faut, mais parce qu'ils symbolisent une rupture attendue. Des foules entières ont célébré le départ des forces françaises comme une victoire nationale. On peut critiquer les méthodes, mais on ne peut ignorer la signification. L'Afrique veut reprendre son destin en main. J'en témoigne personnellement. Le 31 janvier dernier, alors que j'ai dirigé la diplomatie tchadienne, j'ai mené l'opération de désengagement des troupes françaises stationnées au Tchad. Beaucoup à l'étranger furent surpris par la décision du président de la République du Tchad, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, répondant ainsi aux aspirations maintes fois exprimées par la jeunesse tchadienne. Et ce qui nous a marqué, c'est la réaction de notre peuple. Au Tchad, ce départ a suscité une vague d'adhésion populaire et un sentiment de fierté nationale que peu avaient anticipé. Nous avons vu ce jour-là qu'un peuple pouvait se redresser simplement parce qu'il avait la conviction d'avoir commencé à recouvrer sa dignité.
Cette expérience m'a convaincu que la marche vers la souveraineté africaine est désormais irréversible. Ce réveil africain survient au moment où les grandes puissances multiplient leur présence sur notre continent. La Russie a fait un retour spectaculaire, d'abord en Centrafrique, puis au Sahel, où elle associe coopération militaire et exploitation des ressources minières. Les États-Unis, eux, ont réactivé leur vieux réflexe stratégique. Après des années de douce insouciance, ils ont organisé un sommet à Washington en 2022 et promis 55 milliards de dollars d'investissement. Quant à la Chine, elle est désormais incontournable. Plus de 200 milliards de dollars d'échanges commerciaux des routes, des ports, des chemins de fer, mais tout cela occasionne en contrepartie une dette africaine qui suscite des inquiétudes. La France, pour sa part, traverse une crise profonde en Afrique, contestée dans le Sahel, obligée de se retirer du Mali, du Burkina Faso, du Niger, puis du Tchad, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Elle a perdu en quelques années une présence militaire qu'elle considérait comme structurante. Il appartient donc à Paris de repenser sa politique africaine sur de nouvelles bases et de respect mutuel. À côté de ces acteurs historiques, de nouveaux venus avancent. La Turquie a ouvert plus de 40 ambassades en 15 ans. Turkish Airlines dessert plus de 60 000 Africains et ces drones Bayraktar sont désormais utilisés en Éthiopie, au Niger ou au Burkina Faso. Les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie saoudite investissent dans nos ports et nos terres agricoles. L'Inde et le Brésil cherchent à renforcer leur présence. Tous regardent vers l'Afrique parce qu'ils savent que notre continent concentre l'essentiel des ressources stratégiques du futur. Colbane, lithium, uranium, pétrole, gaz. La République démocratique du Congo fournit à elle seule 70% du colbane mondial, indispensable aux batteries électriques. Le Niger, quant à lui, détient 5% de l'uranium mondial, tandis que le Zimbabwe est l'un des plus grands producteurs de lithium. Il va sans dire que celui qui contrôle ces ressources contrôle l'avenir énergétique et technologique du monde. Mais au-delà des richesses, un autre enjeu en tire ses puissances, la sécurité. Selon l'ONU, 40% des victimes du terrorisme mondial se trouvent en Afrique, principalement dans le Sahel. C'est un drame pour nos populations, mais c'est aussi devenu un marché. La Russie fournit 40% des armes vendues au continent, la Turquie et la Chine progressent rapidement. Trop souvent, nos insécurités sont amplifiées, sinon instrumentalisées, par la rivalité des puissances étrangères. Excellences, mesdames et messieurs, si nous voulons véritablement parler d'autonomie stratégique, il nous faut d'abord provoquer une révolution dans nos mentalités et dans notre manière d'aborder le développement. Car il ne s'agit pas simplement de proclamer notre souveraineté, mais de trouver les voies stratégiques qui permettent d'en tirer parti concrètement. Nous devons investir massivement dans notre avenir. Cela suppose de consacrer au moins 5% de notre PIB à l'éducation et 1% à la recherche et à l'innovation, afin de donner à nos jeunes les outils pour être des acteurs de la révolution numérique et technologique. Cela suppose aussi de développer une infrastructure panafricaine de calcul et des applications d'intelligence artificielle adaptées à nos réalités, santé, agriculture de précision, gestion climatique, langue nationale. L'exemple de la Corée du Sud est à cet égard éclatant. En 1955, ces pays avaient un PIB inférieur à celui de la plupart des pays africains. Ils manquaient de tout. Ils sortaient d'une guerre meurtrière. Partout. Pourtant, par des choix stratégiques décisifs, en misant sur l'éducation, le travail, la discipline collective et l'innovation technologique, il est passé du statut de pays agricole pauvre à celui de première puissance exportatrice d'Asie et figure aujourd'hui parmi les nations les plus avancées technologiquement. Cet exemple doit nous inspirer. Rien n'est impossible à un peuple qui se fixe une vision claire et qui s'y engage avec cohérence. En Afrique,
Ce qui fait défaut, ce ne sont pas les ressources ni les talents, mais la capacité de faire des choix stratégiques partagés et durables. Nous parlons beaucoup de l'Union africaine, de ses visions et de ses programmes, mais il faut avoir le courage de dire que nous restons trop souvent au protocole. L'agenda 2063 est rempli d'ambition, mais il peine à développer une feuille de route appliquée. Trop de comités régionaux se superposent aux institutions de l'Union africaine sans réelle coordination, et au lieu de bâtir une puissance collective, nous entretenons la dispersion et l'inefficacité. Pire encore, il existe entre nos États des profondes dissensions politiques. Certains pays s'enlisent dans des conflits qui paralysent toute intégration régionale. D'autres refusent d'engager des processus démocratiques crédibles, privant leur peuple de la confiance et de la stabilité nécessaires au développement. Comment envisager sérieusement une stratégie continentale de développement quand plusieurs de nos nations avancent en ordre dispersé avec des gouvernements fragiles et des économies minées par l'instabilité? Ces contradictions apparaissent comme des boulets que nous traînons. Devons-nous alors attendre d'autres générations pour que l'Afrique assume enfin son destin? Ou faut-il dès aujourd'hui que surgisse une génération de véritables révolutionnaires, non pas des révolutionnaires de slogans, mais des révolutionnaires de la gouvernance, du travail, de la rigueur et du courage politique? Ce sursaut est indispensable, car si nous ne parvenons pas à transformer l'Union africaine en un instrument efficace, pragmatique et crédible, nous continuerons à rester prisonniers de tutelles déguisées et des dépendances extérieures. L'unité politique de notre continent ne peut pas être une utopie reportée à demain. Elle doit être le socle de nos choix stratégiques dès aujourd'hui. Mais sans souveraineté alimentaire, aucune politique n'est viable. Nous devons irriguer 55 millions d'hectares, réduire à 50% nos importations de céréales en 5 ans, sécuriser les revenus paysans par des assurances adaptées et réduire les pertes post-récolte à moins de 10%. Nos richesses naturelles doivent quant à elles être vendues à leur juste prix et transformées sur le continent. L'objectif doit être clair. Transformer localement 50% par exemple du coton, 40% du cacao et 60% du lithium d'ici 5 ans. Enfin, il n'y aura pas d'autonomie stratégique sans une démocratie. Sans une démocratie assurant l'alternance et le respect du suffrage souverain. Jamais un pays n'a pu se développer durablement sans la confiance de son peuple. C'est pourquoi je propose, Monsieur le ministre, que Lomé accueille prochainement une conférence panafricaine pour un pacte de Lomé, qui se veut une initiative africaine qui s'inscrit dans la prolongation de l'agenda 2063 et de la ZLECAf. En effet, ces cadres ont fixé de grandes ambitions pour l'avenir du continent, mais il manquait, à notre sens, un instrument plus concret et contraignant pour transformer cette vision en résultats mesurables à court terme. L'idée du pacte est de combler ces vides en fixant des engagements précis, assortis d'objectifs chiffrés et des délais rapprochés dans des secteurs stratégiques tels que l'éducation, la recherche, l'énergie et l'intégration économique. Le pacte de Lomé se veut ainsi un outil de transformation africaine qui aura pour vocation de réunir États, institutions, société civile et jeunesse autour d'engagements concrets, éduquer avec 5% du PIB, innover avec 1% pour la recherche, irriguer 5 millions d'hectares, transformer 50% de nos matières premières localement et garantir surtout la démocratie. Ce serait un contrat collectif, une feuille de route claire pour montrer au monde que l'Afrique refuse de passer d'une tutelle à une autre et qu'elle prend enfin son destin en main. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre continent ne doit pas être seulement fier de ses richesses et de sa jeunesse.
il doit aussi être exigeant envers lui-même. Nous devrons parler d'une seule voix, agir ensemble, tirer profit des rivalités mondiales, mais surtout nous devons nous transformer de l'intérieur. C'est à ce prix que l'Afrique ne sera plus seulement l'objet des rivalités internationales, mais une puissance souveraine, moderne et incontournable. Avant de conclure, permettez-moi, mesdames et messieurs, en m'exprimant ici à Lomé, d'évoquer la mémoire d'un grand fils de ce pays qui fut aussi un grand serviteur de l'Afrique, Edem Kodjo, ancien secrétaire général de l'OUA, ancien premier ministre du Togo. Edem Kodjo a marqué son époque par son engagement constant en faveur de l'unité et de la dignité africaine. Intellectuel, homme politique et visionnaire, il a rappelé dans ses écrits comme dans ses actes que le panafricanisme n'est pas une utopie, mais une exigence historique. Permettez-moi enfin d'exprimer ma profonde gratitude aux autorités togolaises et en particulier à mon frère, le professeur Robert Dussé, pour l'honneur qu'elles m'ont fait en m'invitant à prononcer cette conférence inaugurale de la rentrée diplomatique. Je mesure la responsabilité qui m'incombe en prenant la parole ici à Lomé, terre de dialogue et de panafricanisme. Puissions-nous ensemble bâtir une Afrique fidèle à la mémoire de nos grands hommes, mais tournée résolument vers l'Afrique, une Afrique qui offre à sa jeunesse non pas des promesses différées, mais des horizons concrets de attention. Vos applaudissements pour ces propos très aimables et très diplomatiques. L'honorable. Une fois de plus, merci. Merci, honorable Abderrahmane Koulamala, pour ces mots très aimables et pour ces mots de la diplomatie africaine, la diplomatie togolaise aujourd'hui en particulier. Si je vais me résumer, permettez, je ne vais pas reprendre Edem Kodjo. Le panafricanisme n'est plus une utopie ou bien bien une réalité historique, mais je reprendrai plutôt un autre panafricaniste qui disait la diplomatie est le cœur, le plus aujourd'hui construit ou bien amener l'Afrique vers la terre promise. Alors, dire un mot de ces propos de l'honorable Koulamala, je vais vous paraphraser sur cette phrase qui m'a senti plus confortante. Un peuple qui se fixe une vision claire et s'y engage avec cohérence ne peut échouer. Alors, parce que la diplomatie togolaise est fixée sur cette base, j'ose penser, elle ne saura échouer. Les bases ont été fixées. Si je vais reprendre les propos de l'honorable Koulamala en deux temps, il nous a présenté le diagnostic de la diplomatie africaine et togolaise en particulier, et puis sa thérapie. D'abord, le diagnostic. Il nous présente les rivalités géopolitiques actuelles de l'Afrique, mettant en lumière un continent affronté, un continent effronté aussi, un continent porteur tout aussi des potentiels de développement et d'autonomie. Il envisage plusieurs rivalités dans ce diagnostic, les rivalités géopolitiques qui sont de plusieurs ordres, les rivalités de puissance. L'Afrique est devenue, il faut le dire, un terrain de jeu où les rivalités de puissance, en prenant en compte la Chine, les États-Unis, la Russie, la France, chacun cherchant tout simplement à influencer, à implanter ses bases économiques et stratégiques. Dans tous les cas, chacun veut contrôler l'Afrique. Il y a des conflits humanitaires, des conflits ethniques qui menacent la sécurité et le développement du continent. Les exemples du Sahel, là c'est bien dit, dans le Grand Lac, sont très édifiants. Les instabilités de gouvernance, il a pris quelques exemples, telle la corruption, les élections, le terrorisme, la ségrégation, qui affectent la diplomatie africaine. Alors, quelles sont les thérapies? Il nous dit qu'il y a des pistes pour sortir et pense que le pacte togolais peut être la voie idoine.
Le pacte togolais peut être le consensus idéal, mais ce pacte doit être adossé derrière une institution, derrière l'Union africaine. Parmi cette thérapie, il dit tout simplement qu'une chirurgie, pas une chirurgie clinique, on peut penser construire une diplomatie africaine à partir des techniques, notamment le renforcement de la gouvernance. Des efforts sont déployés et en matière de coopération, en matière d'intégration, pour l'implantation de ce qu'il a appelé le commerce inter- ou intra-africain à travers la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Il pense tout de même que le défi n'est pas que politique. Le défi est humain, l'amélioration des conditions de vie. Le défi est climatique, à savoir la lutte pour le réchauffement climatique et l'évitement, bien entendu, des effets de gaz à serre. Nous connaissons la toute récente jurisprudence de l'avis constaté de la Cour internationale de justice qui fait, n'est-ce pas, du juge aujourd'hui le gardien du climat. Alors, pourquoi ne pas faire du climat, du réchauffement, de la lutte contre le réchauffement climatique, un acteur de la diplomatie togolaise? Alors, pour conclure, l'Afrique dit, honorable Abderrahmane, se doit de quitter d'une politique de doléance, c'est-à-dire une politique diplomatique de doléance, à une politique de puissance, d'une politique de résilience. Celle-là qui aspire à une géopolitique autonome, à une autonomie stratégique consolidante. L'Union africaine doit prendre ses responsabilités. Merci infiniment pour ces bases, monsieur l'honorable Abderrahmane Koulamallah. Merci infiniment. Je pense qu'à partir de là, nous avons compris qui était l'homme. Mais moi, je ne le connais pas. À partir d'un CV, j'ai compris qu'on avait affaire d'abord à tout un roc diplomatique. J'allais dire à l'homme qui n'a pas été suffisamment présenté, mais permettez-moi que je puisse vous dire un mot. Vous comprendrez que, effectivement, Excellence, Monsieur le ministre, vous aviez fait des grands pas. Vous aviez appelé l'homme qu'il fallait pour cette rentrée solennelle. The right man on the right place. Qui est donc monsieur l'honorable Abderrahmane? Je voulais ne pas le présenter, mais son CV me fait croire que ceux qui n'ont pas choisi la voie diplomatique ont échoué. Peut-être fallait que je quitte l'université pour aborder la toge d'un diplomate. Heureusement, son Excellence nous a dit qu'à chacun son tour. Donc, j'imagine bien que vous sortez, mon tour arrivera. Si je vais regarder le parcours politique et institutionnel de l'honorable Koulamallah, je dirais tout simplement qu'on a affaire à un orfèvre de la diplomatie africaine. Si je vais regarder son parcours militant et historique, je pense que la diplomatie, l'histoire de la diplomatie africaine a été écrite à partir de son expérience. Si je vais regarder son parcours professionnel et son expertise, je crois qu'on a aujourd'hui et ce soir l'expert de pointe. Alors, ne parlons pas de sa formation académique, il en fera des jaloux. Mais je vais me résumer. Notre invité aujourd'hui est une personnalité politique majeure du Tchad et une figure panafricaine. L'honorable Abderrahmane, aujourd'hui sénateur et ancien ministre d'État aux Affaires étrangères, a consacré plus de 30 ans au service public. Vous imaginez, toute sa vie n'est que cette vie. Il n'a pas d'autre vie que de servir la diplomatie africaine. Je crois qu'il suit aujourd'hui bel et bien les traces des panafricanistes. Il a cité Denkodjo, je suis sûr que demain on citera également Abderrahmane Koulamallah. Alors, militant de première heure, il a connu la lutte armée, la rébellion, dont il fut le porte-parole avant de devenir un acteur clé de la réconciliation nationale et de la diplomatie tchadienne. Auteur de la bataille de Djamena, homme de culture et de conviction, il incarne l'expérience, la résilience, une vision d'une Afrique souveraine dans un monde de mutation. Que dire encore? L'homme, l'honorable Abderrahmane, je crois qu'on a aujourd'hui devant nous une figure, une pro, n'est-ce pas, de la diplomatie africaine. Qui est venu? Pourquoi choisir le Togo? On le saura peut-être à travers des échanges. Pourquoi avoir le ministre, son Excellence Robert Dussey, a opté cette voie? Peut-être qu'il a vu en lui la crème de la crème. À travers des échanges que nous allons cependant ouvrir,
Je pense que Monsieur Abderrahmane, l'honorable Abderrahmane n'attend que vos interventions, vos questions les plus pointues, les plus insolites même de la diplomatie africaine. N'ayez pas peur, il a l'arme, il a les armes, il a des moyens pour échanger. Et c'est ce pourquoi son Excellence, encore je dis merci. Merci d'avoir pensé à ce que je puisse être là et assister aussi, n'est-ce pas, à travers dans votre règne, à travers votre mandat, à l'implantation d'une diplomatie africaine et d'une diplomatie togolaise plus ouverte et plus humaniste. Je vous remercie. On va ouvrir tout simplement une phase d'échange avec l'honorable. J'espère qu'il y a quelqu'un qui pourra se balader dans la salle pour prendre des questions afin que l'honorable Koulamala puisse véritablement nous entretenir davantage sur ce qu'il entend par part, ça c'est sa promesse, et davantage sur la diplomatie africaine en général et la diplomatie togolaise en particulier. Je vous remercie. Quelqu'un va se balader. Merci. Nous allons simple, vous présenter tout de même, parce qu'il faudrait que la réponse de l'honorable soit à la hauteur de celui qui pose la question. Vous vous présentez tout simplement et vous posez votre question. Je propose qu'on soit direct pour permettre à l'honorable d'enregistrer votre question. C'est pour ça que je demandais un micro-baladeur pour pouvoir prendre ces questionnements. Il y a des micros là. Ouais, j'ai demandé à ce qu'on vous tende un micro. Ouais, il devrait y penser depuis là. Voilà, le photographe a été... Les micros sont sur la table devant vous, oui, monsieur le modérateur. Je ne pourrais pas... Ça va aller? C'est bon. D'accord. Je disais, soyons précis pour permettre... oui, lorsqu'on est en face de monsieur le ministre Abderrahmane Koulamala, on peut passer beaucoup d'heures. Quand j'ai reçu l'invitation, je me suis posé deux questions. Est-ce que c'est lui exactement? Parce que je vous connais à travers des cours de stratégie dans le Sahel, au-delà des 3 États du Sahel, que nous connaissons plus que le Tchad. Et en regardant les titres qu'on vous a confiés, je me suis dit ce devait être un autre titre, tout simplement le Tchad. De Hissène Habré au président actuel Mahamat. À partir de là, nous pouvons faire 5 heures de conférence. De votre vie de rebelle à la vie politique avec le président Idriss Déby, à l'actuel ministre des Affaires étrangères, vous évoquez les rivalités géopolitiques. Pendant votre mandat de ministre des Affaires étrangères, comment vous avez perçu la portée du Maroc en mettant en place un grand port avec des logistiques pour le Sahel? Comment vous avez analysé cette dépendance des pays du Sahel par le Maroc sur l'Atlantique? Ces nouvelles géopolitiques, vous-même, comment vous avez perçu, comment vous avez travaillé sur ce dossier? Le chargé d'affaires du Maroc est présent. Il pourra aussi compléter cette disposition, puisque cette disposition va entraîner des rivalités sur l'Atlantique, puisque la qualification du Togo, tout le monde le connaît, mais je pense que le Tanger figure bien à la porte. Et je ne sais pas comment le Tchad va réagir. Alors, ce qui est intéressant dans votre propos, j'ai bien noté, vous parlez de la diplomatie africaine.
L'Afrique n'a pas de stratégie. L'Afrique ne dispose pas de puissance. Je vous donne un dernier exemple. Les États-Unis ont arraché à l'Union africaine la médiation entre Rwanda et RDC en conviant tout le monde à Washington pour signer un accord de paix. Est-ce que l'Union africaine dispose de puissance? Vous n'en avez pas, on n'en a pas. Parce que lorsque vous créez une stratégie, il faut avoir en arrière-plan une puissance. Il ne s'agit pas tout simplement de dire que nous avons le cobalt, nous avons un magasin. Non. Ceux qui viennent avec des technologies. Vous avez trouvé du pétrole au Tchad, ce qui a renforcé l'économie tchadienne. Est-ce que ce sont les Tchadiens qui ont creusé? Alors de là, vous devez vous rendre compte que nous les Africains, vous-même vous l'avez dit, nous sommes toujours au stade de protocole. Et je veux bien encourager le ministre des Affaires étrangères du Togo de continuer par dire nous devons former nos diplomates. Mieux représenter l'Afrique. Monsieur le ministre, ce sont les ministres des Affaires étrangères de l'Afrique de l'Ouest qui ont sorti cette phrase. Mieux représenter l'Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Former les diplomates aux grands sujets qui sont là. Et les grands sujets qui sont là, ce ne sont pas seulement les ressources minières qu'on trouve dans la terre, mais les ressources minières dans les eaux internationales. Le Burkina Faso se positionne déjà sur les ressources minières des fonds marins, pendant que les pays qui sont même côtiers sont en train de dormir. Alors qu'est-ce que le Tchad fait dans sa politique de dessalement, de cette nouvelle géopolitique de dessalement des eaux de mer pour en faire des eaux pour l'agriculture? Le Maroc a lancé l'initiative. Qu'est-ce qu'il en est? On ne dispose pas de stratégie. Nous ne disposons pas de puissance en Afrique. Merci infiniment. Je crois qu'on a l'expert et nous le dira. Je propose qu'on prenne une vague de 5 questions. Et en fonction du temps, 3 a dit l'honorable, 3 questions. Avant de passer à la seconde étape. Non, attendez d'abord. Il y a un droit. Oui, après vous prenez le droit féminin. Il y a le genre diplomatique aussi, ou bien diplomatique genré. On va prendre, et puis directement vous allez vers la femme, et on va clôturer pour cette première vague de questions. Mais je précise, je vous en prie, posons la question. Les commentaires, on peut le faire après, et même en off. Posons la question, je vous en prie. Monsieur le modérateur, quelquefois c'est les commentaires qui précisent la question. Ouais. Et en ce qui concerne le... Les commentaires. Et en ce qui concerne le genre, je ne me pose pas de questions parce que je peux représenter les deux. Ne soyez pas étonnés. Hein. Bon, moi c'est Jean Yaovi Degli, oui. Avocat de profession, le seul au Togo à avoir été ministre par hasard. Donc mon Premier ministre est là. Hein. Il a compris. Oui. Alors, en fait, je voudrais intervenir sur 2 points. Le premier, c'est que, effectivement, aujourd'hui, l'Afrique semble être à la croisée des chemins, en train de reprendre de se redéterminer, de se repositionner, de reprendre sa souveraineté. Mais une question se pose lorsque l'on voit ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Ceux qui sont aux premières loges et qui bénéficient de cette nouvelle dynamique, sont-ils effectivement et véritablement les mieux placés pour traduire dans la réalité de demain ce que suppose cette reprise en main de la souveraineté? Puisqu'il ne s'agit pas uniquement pour l'Afrique de se dire demain, nous avons repris notre souveraineté politique. La souveraineté dont il s'agit aujourd'hui, c'est celle qui permettra à l'Afrique demain de ne plus être à la traîne. La Chine ne l'est plus. La Corée du Sud ne l'est pas. Beaucoup de pays qui sont passés à travers les difficultés, dont certains ont été colonisés comme notre continent,
sont aujourd'hui aux premières loges en matière de développement. Qu'est-ce que l'Afrique offrira demain? Les dirigeants qui sont là aujourd'hui sont-ils uniquement, comme ce fut mon cas, présents par hasard et qui donc sortiront demain uniquement par des enrichissements personnels, par une amélioration de leurs propres conditions? Ou alors sauront-ils véritablement conduire cette Afrique qui s'est cherchée, qui semble se retrouver vers la lumière? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que nous gesticulons beaucoup autour des termes de la souveraineté, 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 et les gens nous guettent. Ceux dont nous frappons les mains, nous écartons les mains de l'Afrique de notre gorge, attendent que nous soyons demain retombés dans les difficultés pour que l'étreinte soit beaucoup plus forte. Alors, est-ce que nous pouvons dire que ceux qui sont aux premières loges aujourd'hui peuvent nous conduire et sortir l'Afrique de cette situation difficile? Je le dis parce que, vous savez, on dit souvent la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce que je ne crois pas en matière de gouvernance politique. Malheureusement, souvent, les dirigeants africains ont tellement compris l'adage que non seulement ils font commencer la charité bien ordonnée par eux-mêmes, ils la font évoluer pour eux-mêmes, et ils la font terminer pour eux-mêmes. Et le peuple est toujours le dindon de la farce. Pensez-vous que ceux qui sont là aujourd'hui ont la vision nécessaire pour conduire l'Afrique à travers cette Merci, votre question a été notée. Ma deuxième question, oui. Si monsieur le modérateur me le permet... On avait choisi 3 questions. Non, j'ai choisi 2. Moi, j'ai choisi 2, pas 3. Alors, ma deuxième... On vous écoute. Ma deuxième, c'est de savoir quelle est la voie qui aujourd'hui doit être choisie pour faire de la critique. Vous savez, c'est le général Léadéma qui, quand il prenait le pouvoir en 1967, disait « On ne peut pas danser et s'apprécier soi-même. Quand vous dansez, il faut que quelqu'un vous apprécie. » Ce que nous constatons, ou nous avons constaté en Afrique, c'est qu'il y a 2 types de situations. Soit la critique, qui est de la critique stérile, inscrite dans une stratégie de pull him down, de ôte-toi que je m'y mette, et qui fait en sorte que celui qui est là est critiqué pour un oui ou pour un non. On le critique pour tout, et on finit par tout détruire. Et la deuxième situation, c'est que des gens se mettent en place et refusent absolument la critique. Et donc, on se retrouve dans une situation où celui qui est là croit, pense, et avec l'aide de ses partisans, fortement ancré dans l'idée que tout ce qu'il fait est bon. Comment l'Afrique doit-elle s'organiser pour que critique il y ait, pour aider celui qui gouverne à s'améliorer, à sortir des sentiers battus, à donner du bien-être au peuple, mais en même temps pour que cette critique ne soit pas destructrice pour l'Afrique. Je vous remercie. Merci. Merci. On va directement chez la dame pour clôturer cette première sortie. Merci, madame. Faites une différence par rapport aux diplomates, parce que finalement, je me rends compte que tout le monde est diplomate ici aujourd'hui. C'est un honneur à notre Excellence Robert Dussé pour la journée et pour la thématique aussi. Madame, on vous écoute. Bonjour, merci. Monsieur le Premier ministre présent, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Je suis Koumba Sow, je suis la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies. Monsieur le ministre Koulamala, je voudrais vous féliciter et aussi vous remercier pour l'éloquente présentation que vous nous avez faite aujourd'hui. Ce sujet timely, comme on dit, les rivalités géopolitiques actuelles en Afrique, et qui font que c'est un terrain de compétition stratégique qui peut influencer le cours de l'Afrique, mais également le cours du monde. Le premier qui a pris la parole l'a mentionné. Les acteurs africains ont effectivement tout intérêt à exploiter ce momentum. Parce que cela leur permettrait d'atteindre leurs objectifs et diversifier leurs partenaires, renégocier les partenariats, c'est très important, on en entend beaucoup parler, et s'assurer qu'ils sont gagnants.
Et pour cela, il y a beaucoup de choses à faire, mais ce qui est sûr, c'est que ça leur permettrait de renforcer leur souveraineté, qu'elle soit économique, qu'elle soit numérique, qu'elle soit alimentaire, vous l'avez mentionné, même si des défis persistent. Et parce que vous avez parlé de la partie agriculture et alimentaire, en juillet dernier, le rapport sur la sécurité alimentaire qui est sorti disait que plus de 300 millions de personnes sur le continent ont encore faim. Et c'est la région du monde, la seule région du monde où ce chiffre est en train d'augmenter au lieu de baisser. Alors nous savons que les systèmes sont fragiles, c'est ça qui en est la résultante, puisque les guerres, les pandémies auxquelles on a fait face ont rendu ces systèmes, y compris les systèmes alimentaires, très fragiles. Alors, ma question, c'est sur le rôle que peuvent jouer notre secteur privé sur la nationalisation de nos économies, je ne parle pas par l'État, mais par nos secteurs privés, et que ces entreprises nationales, qui sont les enfants de nos pays, qui sont des jeunes, qui sont des femmes, et qui, si on avait un contenu local fort, un secteur privé fort national, s'ils sont mieux pris en compte, en tout cas dans les négociations diplomatiques qui sont faites souvent ou dirigées en majorité par les affaires étrangères, comment est-ce qu'ils pourraient bénéficier de tous ces échanges, de toute cette souveraineté dont on veut parler, puisqu'on sait que l'État ne crée pas de richesses, c'est le secteur privé qui crée des richesses. J'aimerais avoir votre avis, Excellence, sur ces questions et quel rôle la diplomatie peut jouer pour s'assurer que le secteur privé gagne dans ces rivalités dont on parle, le secteur privé national. Merci beaucoup. Merci Madame pour cette belle question. Je crois que c'est une thématique d'actuel sur la diplomatie locale. Je crois qu'elle est aujourd'hui de plus en plus mise en exergue en Afrique. Monsieur l'honorable Koulamala, le public, je pense que ma curiosité n'est pas singulière. Finalement, nous sommes tous des diplomates dans la salle, puisqu'il y a plus de commentaires même que des questions. Je crois que chacun tire la diplomatie ou bien le thème de la journée plutôt vers son champ d'activité. Il manquerait tout simplement que l'expert maintenant vous apporte des éléments de précision. L'honorable Koulamala, le peuple, le public, les diplomates voudraient que vous prononcez sur la dépendance des pays du Sahel, sur la stratégie africaine. Est-ce que faut pas mieux parler aujourd'hui du représentant de l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique présente? Est-ce que on ne peut pas envisager une diplomatie made in Africa, une Afrique éternellement et reste éternellement sur le chemin, c'est-à-dire en quête d'une diplomatie perpétuelle? Qu'en pensez-vous? À qui profite finalement la nouvelle dynamique? Oui, il faudrait sortir l'Afrique d'une diplomatie tassée sur le stoïcisme de Toréador, c'est-à-dire autrement dit, faire et montrer ce qu'on est en train de faire. Est-ce que l'Afrique peut véritablement mettre sur place ses propres techniques de diplomatie? Et enfin, qu'est-ce que vous pensez de la diplomatie privée, de la diplomatie locale en Afrique? Merci. Merci beaucoup. Alors, monsieur le modérateur, vous m'avez tellement jeté des fleurs que je me demande si je serai à la hauteur des réponses que je vais donner. Et je me sens un peu gêné. Je vous l'avoue. Bon. Ceci dit, je vais commencer par... alors, d'un point de vue global, je ne voudrais pas... Les questions se rejoignent un peu sur la souveraineté. Je vais faire un commentaire un peu global. Moi, je pense que les problèmes de l'Afrique résident dans notre capacité d'avoir une vision stratégique pour le futur. Dans mon discours, j'avais parlé de l'agenda 2063, qui pour moi reste des ambitions. Sur le plan pratique, ça pose véritablement des problèmes. Vous savez, à l'époque, quand j'étais très jeune, nous avons ce qu'on appelle des plans quinquennaux qui sont révisés régulièrement. Aujourd'hui, beaucoup de nos pays ont renoncé à ces plans quinquennaux. À l'époque, à la radio, on n'entendait que ça. Peu de pays, en tout cas pour mon pays,
nous faisons beaucoup de plans, des plans nationaux de développement. Tous les 3 ou 4 ans, nous les mettons en place et nous ne voyons pas les résultats. Bon, j'espère que les réseaux sociaux ne vont pas le diffuser à mon chef d'État, parce que si je rentre au Tchad avec des discours comme ça, j'aurai des sérieux problèmes. Je voulais simplement vous dire que nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la Chine est en train d'explorer des taxis volants. Nous, on est là toujours avec nos guerres, nos déchirures, nos problèmes internes. Nous n'avons pas une vision stratégique qui soit une vision du lendemain. Notre jeunesse est mise de côté. Elle n'est mise de côté non pas parce qu'elle manque de talent, parce que nous n'avons pas une vision stratégique globale. Le pacte de Lomé, ce n'est pas pour faire plaisir à mon ami Robert. Il n'était même pas au courant. Je crois que c'est hier matin que je lui en ai parlé dans mon discours. Ce n'est pas par hasard qu'on a parlé du pacte de Lomé. On s'est retrouvé avec lui à Paris, à la dernière rencontre de la francophonie. Et on avait décidé, plusieurs ministres d'Affaires étrangères, de nous retrouver à Lomé pour essayer de regrouper les pays africains pour définir une stratégie commune. Et Robert avait accepté que cela se passe à Lomé. Mais entre-temps, j'ai été viré du gouvernement, donc je rebondis un peu avec cette conférence diplomatique. Mais rassurez-vous, on ne quitte jamais le gouvernement parce qu'on manque de talent. On le quitte pour des raisons stratégiques qui sont propres à nos présidents. Alors, vous avez parlé du désenclavement. Le premier orateur a parlé du désenclavement que propose le Maroc. Alors, comme tous les diplomates sont là, je ne vais pas parler d'un pays particulier. Je ne voudrais pas jeter des fleurs à un pays par rapport à un autre. Je suis quand même un ancien ministre des Affaires étrangères. Je vais simplement dire que pour les pays du Sahel, le désenclavement est quelque chose de fondamental. Je vous donne un exemple. Le port le plus proche pour le Tchad, c'est Douala à près de 2000 km. Le transport entre Douala et N'Djamena, entre le transport, les frais de douane, c'est à peu près 4 à 4 millions et demi de francs CFA. Sans compter le transport maritime. Nous sommes aux alentours d'ici, sans compter la douane, nous sommes à peu près à 9 ou 10 millions pour un conteneur. C'est invivable pour nos populations. Donc, si on peut avoir un désenclavement comme le propose le Maroc directement par l'Atlantique, nous sommes preneurs et nous sommes les premiers preneurs par rapport à ça. Mais c'est un projet encore très long. Aucun pays africain ne peut survivre sans une politique globale africaine. C'est impossible. Je ne connais pas de pays africain qui peut devenir une puissance toute seule. Nous devrons devenir un continent puissant. Et nous devrons créer des marchés internes en Afrique. Nous importons toujours. Nous importons de la Turquie, nous importons de la France, des États-Unis et surtout de la Chine. Nous ne produisons plus rien en Afrique, à part quelques grands pays. Donc, je ne crois pas à un développement individuel, enfin, un développement pays par pays. Notre destin est un destin commun. Alors, quand vous dites que peut faire la diplomatie africaine, comme vous l'avez si bien dit, connaît encore des contraintes. Je ne sais pas quel est l'orateur qui a parlé que Washington a pris la médiation entre le Rwanda et la RDC et ça m'a fait très mal. Parce que moi, j'avais proposé à mon président d'être le médiateur de cette crise profonde entre le Rwanda et la RDC. Et aujourd'hui, les gens ont préféré aller à Washington. Bon, ça, les pays ont leur propre stratégie, je ne vais pas entrer dessus. Alors, qu'est-ce que le Tchad fait? Le Tchad est un pays pauvre, malgré le pétrole. Nous sommes un pays pauvre. Nous sommes un pays négro-africain et arabo-islamique. Nous avons 250 ethnies. Nous avons 1 284 000 km².
Nous pouvons mettre le Togo 20 fois dans notre pays. Mais comment le Tchad peut devenir une puissance sans l'être dans les pays africains? C'est impossible pour le Tchad. Malgré que nous avons le pétrole, nous avons encore beaucoup de pétrole et nous allons développer le pétrole, mais le pétrole est exploité a été creusé par des grandes sociétés et nous venons de nationaliser le pétrole tchadien. Il appartient à 100% au Tchad actuellement. Alors, monsieur l'avocat qui est devenu ministre par hasard, on ne devient jamais ministre par hasard. Parce que vous avez du talent, que vous êtes devenu ministre. Vous savez, être ministre, c'est une fierté de servir son pays. Alors, vous avez posé des problèmes de gouvernance. Vous avez dit que les pays africains, les dirigeants africains, bon, vous avez utilisé des termes que je ne vais pas utiliser, mais je vais simplement vous dire qu'effectivement, il y a deux choses que nous devrons faire. Lutter contre la corruption. Si nous ne luttons pas contre la corruption, si nous ne luttons pas contre le dépersissement de nos ressources qui sont payées par quelques individus, si nous ne luttons pas pour la bonne gouvernance, mais surtout pour l'instauration de véritables démocraties dans nos pays, nous n'allons jamais, jamais avancer. Si nous décidons d'empêcher l'expression libre du suffrage universel, le pluralisme politique dans nos pays, nous ne pourrons jamais arriver à un développement harmonieux dans nos pays. Ça, c'est une condition importante. Malgré que je sois un diplomate, je le dis toujours, les peuples africains doivent apprendre à instaurer une démocratie dans leur pays. Mais on ne peut pas nous imposer des démocraties qui soient des démocraties qui ne sont pas adaptées à nos réalités. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que le modèle occidental soit le seul modèle de nos démocraties. On ne peut pas l'accepter, on ne peut pas le gérer, parce que le modèle occidental est un modèle qui est ancré dans l'histoire constitutionnelle, dans l'histoire politique, dans l'histoire culturelle des pays occidentaux. Mais les Africains ne peuvent pas dire aujourd'hui que nous ne voulons pas de la démocratie aussi universelle, c'est-à-dire l'empire des droits naturels, la liberté d'expression, la représentation démocratique. Ça, ce sont des libertés qui existent dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. On ne peut pas, parce qu'on gouverne un pays, tourner le dos à ces démocraties-là. D'ailleurs, j'ai été impressionné par le Togo. Il faut bien que je dise quelque chose quand même de gentil sur le gouvernement togolais qui m'invite. Mais le fait de faire en sorte que le président de la République soit élu au suffrage universel indirect et qu'il y ait un premier ministre, un président du Conseil comme au bon vieux temps, permet de réduire un peu la portée du président de la République qui ne doit pas apparaître comme un monarque qui dirige son pays. Et c'est pour ça que je l'ai dit à mon ami Robert à l'époque quand il m'a parlé de ça, bien avant que l'élection ait lieu, je lui ai dit que c'était un modèle qui m'impressionnait. Parce qu'il faut que le président du Conseil soit bien contrôlé par l'Assemblée nationale qui est issue du suffrage universel direct. Et qu'il y ait un contrôle sur le Premier ministre qui est le président du Conseil. Et ça, c'est un courage incroyable que le président Faure a pris pour devenir un simple président du Conseil, enfin pas simple puisqu'il a tous les pouvoirs, mais quand même sur le plan du prestige, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Tu vois que je n'ai pas fait le voyage pour rien, hein, mais Robert. Alors, la question de l'enrichissement de nos dirigeants, c'est une question essentielle. Moi, je ne vais pas me vanter, mais quelqu'un m'avait posé la question, m'a dit comment ça se fait que tu n'aies pas beaucoup de concessions, de machin. J'ai dit parce que je n'ai pas eu l'occasion de voler.
tout simplement. Donc je n'ai qu'une maison héritée de mon père et j'ai une autre concession dont j'ai pris un crédit. Avec toute ma carrière politique, ça fait plus de 40 ans que je suis dans la vie politique. Je n'ai que 2 concessions dans la ville de N'Djamena. Quand j'ai fait ma déclaration de richesse, tout le monde était étonné. J'ai une ferme avicole, je suis un agriculteur, j'essaye de me trouver d'autres revenus plus sains. Et aussi parce que je suis un homme profondément religieux, l'argent public ne doit pas être utilisé pour des raisons personnelles. Mais ça, les dirigeants africains doivent apprendre à... Moi, j'ai un ami, je ne citerai pas son nom, mais il a plus de 20 ou 30 milliards. J'ai dit, mais ton argent, là, c'est comme du papier, ça ne te sert à rien. Avec 1 milliard, on peut vivre 20 ou 30 ans. Qu'est-ce qu'il va faire de 20 à 30 milliards et il vit dans une maison ordinaire? Moi, je vis mieux que lui. Alors que cet argent, s'il l'investit dans le pays, il a des maisons à Dubaï, machin, tout ça. Il n'investit même pas dans son propre pays. Il ne faut pas s'enrichir plus qu'il n'en faut. Il faut à un moment donné s'arrêter. Il faut partager les richesses. Tu as tes propres parents autour de toi qui sont malades. Et tu n'es pas capable de les soigner. Tu n'es pas capable de les soigner. Tu n'es pas capable de leur payer un billet d'avion pour qu'ils aillent se soigner. Et tu te dis, je suis riche. Mais ton argent, c'est comme du papier. Ça ne te sert à rien. Et le lendemain, tu le trouves à l'église ou à la mosquée en train de prier Dieu en se disant, est-ce que Dieu a dit de faire ce qu'ils sont en train de faire? Il faut laisser l'argent public pour notre jeunesse, pour les écoles, pour les hôpitaux, pour les routes. Sur ce plan-là, même si on me tirera les oreilles, moi je le dis toujours. Alors, madame, vous parlez d'un sujet qui me préoccupe beaucoup. Le problème vous avez parlé que 300 millions d'Africains ont encore faim sur notre continent. Et nous sommes l'un des continents les plus riches en matière de ressources naturelles. Je vous donne un exemple, madame, qui me préoccupe. J'ai même créé une ONG, depuis que je suis sénateur, pour venir en aide aux réfugiés du Darfour. Nous avons près de 1 million de réfugiés sur notre territoire. Très peu de pays africains ont consacré leur richesse à venir en aide à ces réfugiés. Ce n'est pas parce qu'ils sont au Tchad, ce sont des Africains qui, leur pays est en guerre. Qu'est-ce que l'Union africaine est en train de faire pour mettre fin à la guerre au Soudan? C'est un drame absolu. C'est un drame absolu. Les gens ont faim dans nos pays. Aujourd'hui, les inondations dans nos villes poussent des milliers de personnes dans la rue. La solidarité africaine est absente par rapport à ça. Aujourd'hui, ce sont les pays occidentaux, même les systèmes des Nations Unies, il faut leur tirer chapeau. J'ai même proposé que globalement, on leur donne le prix Nobel de la paix, surtout au Darfour, parce que ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Je me suis rendu plusieurs fois dans l'est du Tchad où il y a des réfugiés, et je peux vous dire que ce sont des situations intenables. Il faut remercier le système des Nations Unies pour ce qu'il apporte. Mais à part ça, c'est la France, la Norvège, les autres pays qui donnent de l'argent pour venir en aide aux réfugiés. L'Afrique n'a pas une stratégie pour venir en aide aux réfugiés. Les gens ont faim en Afrique. Les gens, je suis allé dans le fin fond de mon village natal, et les gens, il y a un village, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, on veut un puits d'eau. Un puits d'eau au Tchad, c'est 600 000 francs CFA. 600 000 francs. Et j'ai dit, mais le ministère de l'eau n'est pas venu. Ils ont dit, depuis que notre village existe, on n'a pas vu un représentant de l'État. Même pas les gens de l'environnement qui cassent les pieds aux agriculteurs parce qu'ils coupent quelques branches d'arbres. Ils n'ont jamais vu l'administration au Tchad. Il y a une misère incroyable que nous qui dirigeons,
au plus haut niveau de l'État, on n'est pas conscient de ça. On n'est pas conscient de ça. On n'est pas conscient que les gens manquent d'eau simplement. Et je vous jure, monsieur le ministre, quand je suis revenu, j'ai décidé qu'on ne sert plus de l'eau en bouteille aux invités. On leur sert dans des verres à moitié de verre. Et quand le représentant de l'Union européenne est venu me voir, il dit non, je prends la bouteille. Je lui ai dit non, parce que si vous prenez la bouteille, il faut la finir de la boire et vous n'allez jamais la finir de boire. Nous sommes dans un pays qui manque d'eau, il ne faut pas qu'on gaspille de l'eau. Quand vous entrez dans votre douche, vous prenez une douche, pensez à ceux qui n'ont pas d'eau. Pensez à ceux qui n'ont pas d'eau. Et c'est la responsabilité première des dirigeants africains. Je ne vais faire aucun cadeau pour les dirigeants africains. Nous ne pouvons pas gouverner nos pays en fermant les yeux sur la misère et la détresse de nos populations. Bon, le Togo fait beaucoup, hein, ça je vous rassure tout de suite. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre... alors, pour le secteur privé, madame, vraiment, je n'ai aucun commentaire à vous faire. Le secteur privé en Afrique n'a pas suffisamment l'effort qu'il faut. Mais de point de vue global, madame, c'est un grand marché africain que nous devrons mettre en place. C'est un grand marché africain que nous devrons mettre en place. C'est investir massivement, quand je dis 5% du PIB de nos pays, rien que le Nigeria, 5% du PIB du Nigeria, c'est plus de 498 milliards de dollars qu'on peut investir dans l'agriculture, qu'on peut faire en sorte que le lithium soit développé sur place. Et on va créer des marchés pour nos investisseurs privés. On va créer des marchés en Afrique pour que nos investisseurs privés puissent travailler. Mais à l'état actuel, nous n'avons aucune politique. Nous faisons des plans de développement qui n'ont aucun lendemain. Je ne connais pas des plans de développement qui ont vraiment marché. Pourquoi? Parce que nous nous réfugions toujours dans le cercle réduit de nos pays. Mais l'Afrique doit être un grand marché. Et tant que l'Afrique n'est pas un grand marché, on ne pourra pas s'en sortir. Mais le modérateur trouve que je parle beaucoup, mais il a raison. Merci. Je vous en prie, sous vos applaudissements. Je dirais, quelle thématique pour la rentrée diplomatique. Je dirais merci, Son Excellence, le professeur Robert Dussé, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Je crois que cette thématique choisie aujourd'hui est la preuve. Elle est en quelque sorte la somme de la diplomatie togolaise en particulier, j'allais dire africaine en général. Pour l'honorable Kolomala, je pense que pour finir, vous me donnez raison. Vous me donnez raison parce que vous êtes toujours comme ce sage qui faisait de la prose sans le savoir. Vous êtes toujours un orfèvre de la diplomatie africaine qui s'ignore. Merci pour cette diplomatie de plus en plus droit de l'homiste que j'ai dit dès le début. Vous voyez, il est question, selon l'expert d'aujourd'hui, de faire vivre en Afrique une diplomatie non plus politique, non plus institutionnelle, mais une diplomatie de couloir, une diplomatie démotique. J'entends par diplomatie de couloir, par diplomatie démotique, une diplomatie liée aux citoyens, liée au peuple, liée au substrat humain, c'est-à-dire une diplomatie de développement. Je pense que c'est ce que je retiens des mots de l'expert et je pense qu'il ne dirait pas non. Merci pour votre humilité. Parce qu'un temps d'échange prend pratiquement 30 minutes, puisqu'il y a plus de commentaires que de questions. Nous allons prendre une dernière phase qui pourrait également prendre autant de temps qu'on veut, mais une dernière série. Non, d'autres droits, je vous en prie, si c'est possible. Oui, au fond, je préfère... non, ici d'abord, oui. Non, il y a une voix féminine, il y a un doigt féminin, une voix féminine, je vous l'ai dit. Deux même. J'aime la diplomatie genrée. On ira exclusivement au fond vous prendre, mais laissez-moi prendre d'abord ces diplomates avec eux à la fin. Merci madame, on vous écoute. Si vous pouvez faire l'effort de nous poser la question, de poser la question et non poser les commentaires, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup. C'est madame Koudjom Rose.
Je suis chef d'entreprise, groupe MTSC Services, et je suis présidente de l'ONG Les Amazones de la République. Merci, félicitations Amazon. pour l'honorable, pour l'exposé, son exposé très brillant. Bon, ma question est la suivante. La plupart des experts nous ont édifiés sur la question monétaire et ils ont démontré que la monnaie est une variante de la souveraineté. Bon, depuis Kadhafi qui a essayé de créer une monnaie africaine et qui a été tué jusqu'à nos jours, les pays de l'AES ont tenté depuis un certain temps et on a cru aujourd'hui avoir déjà une monnaie des pays du Sahel. Jusqu'alors, rien. Et je voudrais savoir qu'est-ce qui complique, qu'est-ce qui fait que ce n'est pas possible, puisque les experts ont démontré que c'est une simple décision politique. Alors, qu'est-ce qui fait que jusqu'alors, on n'a pas une monnaie africaine? Je pense que la souveraineté doit nécessairement passer par là. Dites-nous au moins qu'est-ce qui choque. Merci. C'est la question. Merci Amazon. Merci pour votre question pertinente que je peux me permettre de résumer. Honorable, c'est simple. Monnaie et diplomatie. Deuxième question. Il y avait une dame, oui, merci. Merci maman, on vous écoute. Le micro, je vous en prie. Le micro. Non. Ah, merci. Il n'y a pas de marginalisation possible. Oui, ça commence là déjà. Non, pas du tout. Donc, je voudrais sincèrement remercier Son Excellence, le professeur Doucet, Robert Doucet, pour plusieurs raisons que je vais développer très brièvement tout à l'heure. Je suis donc Zungula Marie-Thérèse. Je suis consul général de la République centrafricaine. La CEMAC vous remercie, Monsieur le sénateur Koulamala, et je suis très fier de votre exposé. Et nous sommes là donc pour recevoir vos différentes expériences. Je suis chef de mission et la plupart de la communauté centrafricaine au Togo, ils sont tous à 100% presque. Madame, vous pouvez parler plus fort parce que j'ai plus mes oreilles de 20 ans. Hein. Oui, c'est vrai, moi non plus. Mais habituellement, je ne sais pas bégayer, mais là, je suis en train de bégayer parce que non, le parterre est tellement riche. Bon, je disais que la communauté centrafricaine au Togo est essentiellement estudiantine. Donc la jeunesse centrafricaine vient spécialement au Togo pour leurs études. Que faisons-nous de l'éducation de la jeunesse centrafricaine? Le Togo est un carrefour et facilite, n'est-ce pas, l'éducation, nous aide donc à éduquer ces enfants. Quand mes étudiants rentrent en Centrafrique, ils sont très appréciés parce que d'abord, le Togo sur le plan éducation dispose de grandes écoles. Et ça, c'est la coopération sud-sud. Nous pouvons ne pas mettre l'accent sur la coopération sud-sud. Je vous parle un langage très terre à terre parce que c'est ce que nous vivons tous les jours. Que faisons-nous pour empêcher nos étudiants de prendre le bateau pour aller, soi-disant, en Europe, parce qu'ils y croient encore.
Nous en avons intercepté pas mal ici. Mais quand nous arrivons à les maîtriser, ils prennent goût. Parce que le Togo leur offre l'éducation qu'ils veulent aller chercher, la formation donc qu'ils veulent aller chercher en Europe. Mais il y en a qui s'entêtent et malheureusement, c'est pour aller s'échouer dans la Méditerranée. Donc je voudrais que les autres diplomates qui sont là demandent respectivement à leur pays de permettre à la jeunesse africaine de venir se former chez eux comme le fait le Togo. Je vous remercie. Merci, madame. Merci. Merci. Oui, il y avait une dernière question au fond. Et il y avait un doigt au fond et on va s'arrêter là pour permettre à l'honorable de répondre tranquillement. Merci. Il a le micro. Oui, on vous écoute. Oui, merci. Je vous en prie. Moi, c'est Dieudonné Takuta. Je suis journaliste. Alors, je crois bien que la démocratie est un concept humaniste qui n'incombe pas particulièrement à un peuple. Ceci dit, j'aimerais savoir, ma question va à la diplomatie togolaise et à la diplomatie africaine, comment est-ce qu'elle pense contrer l'expansion des grandes puissances en Afrique quand le peuple est mis de côté. Et l'orateur, le conférencier l'a souligné, et il faut que la démocratie soit l'apanage des peuples en Afrique. Et lorsque la démocratie est occultée, rien ne va du tout. Alors, si nous voulons que l'Afrique aille de l'avant, je pense qu'on doit mettre l'accent suffisamment sur la démocratie. Merci. Sans commentaire, je passe directement la parole au modérateur pour les questions à cette seconde phase et ultime phase. Merci. Madame, vous avez souligné la question de la monnaie, enfin du franc CFA, ou de la monnaie africaine en général. Moi, je reste convaincu, mais c'est une opinion totalement personnelle, que notre problème prioritaire n'est pas la monnaie. Notre problème principal est notre volonté d'être ensemble, de construire quelque chose d'ensemble. C'est ça qui pose problème. J'entends beaucoup les panafricanistes qui parlent sur les réseaux sociaux, qui fustigent par exemple le franc CFA. C'est bien de fustiger le franc CFA, mais le franc CFA n'a pas que des défauts. Parce que si aujourd'hui, de façon brutale, nous sommes des pays très endettés, si nous décidons de créer notre propre monnaie, il faut étudier la question aussi de notre endettement. On va la payer avec quelle monnaie? Est-ce que la nouvelle monnaie, quelle est sa force? Par exemple, si le Tchad crée sa propre monnaie, le Tchad ne pourra pas survivre parce que nous allons partir de dévaluation en dévaluation comme les pays qui ont leur propre monnaie. Aujourd'hui, nous avons le franc CFA qui est monnaie, mais le franc CFA ne peut pas rester indéfiniment la monnaie de certains pays africains. Nous devrions penser à créer une monnaie nationale. Et vous avez bien dit que la monnaie est la clé du développement économique. Mais quand j'étais jeune, j'étais un peu révolutionnaire, et j'ai entendu Che Guevara et Fidel Castro, tout ça, qui se sont réunis dans une chambre de bonne. Ils ont dit qu'on va faire la révolution. Et parmi un des membres, il leur a dit, oui, mais où est-ce qu'on va avoir les armes pour faire un coup d'État, pour changer Il a dit, prenons d'abord la décision de faire la révolution, après on cherchera les armes. Vous ne pouvez pas mettre la charrue avant le bœuf. Commencez d'abord à mettre en place une véritable... L'agenda 2063 est un agenda plein d'ambition.
il faut bien le ramener à quelque chose de plus concret. Le pacte que nous proposons est un pacte contraignant. Et je rebondis sur Madame la Consul qui a dit que le Togo est un carrefour. Vous mettez, vous alimentez mon idée de faire un pacte à Lomé, parce que Lomé est un véritable carrefour. Alors la question de la monnaie doit être pour moi vue quand nous aurons décidé de mettre en place une véritable intégration africaine. Elle existe, l'intégration africaine, mais elle reste au niveau protocolaire. Comment mettre en place quelque chose de concret? Je crois que nous reviendrons à ce pacte-là. Maintenant, pour les étudiants, beaucoup de Tchadiens aussi sont étudiants au Togo. Ils ont de bons enseignements. Comment faire pour que nos enfants n'aillent pas ailleurs? Justement, il faut aller vers la proposition que nous faisons pour créer un marché africain, pour créer des universités, investir dans la recherche, créer des grandes universités dans nos pays, que ce soit au Togo, au Tchad, en Côte d'Ivoire, partout, pour que nous puissions permettre à notre jeunesse d'arriver. J'ai parlé de la Corée du Sud dans mon discours. Mais moi, je suis allé en Corée, j'ai discuté avec l'agence de développement de la Corée. Ils m'ont dit, nous, on a travaillé essentiellement en nous basant sur l'éducation et sur la rigueur du travail. Deux choses qui manquent en Afrique. Vous donnez un crédit à quelqu'un, demain il va se marier, il va acheter une belle voiture. Mais oui, vous lui donnez un crédit de 10 millions, il va acheter. On a mis des micro-crédits au Tchad. On donne 3 ou 4 millions à quelqu'un, il va s'acheter une moto, il va se marier, il prend 2 épouses. Après, il vient te voir, il dit, il me faut de l'argent pour le baptême de mes enfants, alors que tu as eu la possibilité de travailler. Donc, je dis que tant que nous ne voyons pas l'Afrique comme un grand marché, comme une intégration africaine, pour que nous ne dispersons pas, vous voulez créer une monnaie, mais si vous ne créez pas un marché intérieur en Afrique, s'il n'y a pas une intégration régionale, votre monnaie sera vouée à l'échec. Il faut d'abord créer ce marché entre vous et à partir de là, vous faites. Prenez le Nigeria. Pour moi, c'est un exemple. J'ai planté du sésame parce que nous sommes un grand pays exportateur de sésame. J'ai fait 100 hectares de sésame. Je suis allé sur place. J'étais en train de faire la récolte. Il y a des commerçants nigériens qui sont venus m'acheter ma récolte alors que je ne l'ai même pas encore pris. Le Nigeria, les tourteaux au Tchad ont passé de 12 000 francs CFA à 25 000 parce que les Nigériens venaient racler. Le Nigeria est un marché immense. Vous faites un tas de sable, il y a un Nigérian qui vient vous acheter le tas de sable. C'est un extraordinaire marché. L'Afrique du Sud est un grand marché. Beaucoup de pays, la RDC est un grand marché. Le Tchad est un grand marché. Tous ces pays-là peuvent être le Nigeria, vous amenez n'importe quoi au Nigeria, il marche. On raconte une histoire que je vais vous raconter. Quelqu'un a acheté je sais pas moi, 200 ou 300 véhicules et son marché a été, il n'a pas pu livrer la marchandise puisque le marché a été annulé. Quelqu'un lui a dit amène au Nigeria. Il a amené au Nigeria, on lui a acheté ça au port. On achète tout au Nigeria. Et nous sommes voisins avec le Nigeria. Nous ne sommes pas capables de créer un chemin de fer avec le Nigeria pour désenclaver le Tchad. Voilà des réflexions qu'il faut mener dans le cadre du pacte de Lomé. Monsieur le ministre, essayez de convaincre le président du Conseil togolais pour qu'il prenne en main ce pacte de Lomé qui, de mon point de vue, sera quelque chose de bénéfique et sera quelque chose de concret pour l'avenir de l'Afrique, en fixant des objectifs sur 5 ans. Il ne faut pas qu'on fixe des objectifs sur 30, 40 ans. Ça, ce sont des objectifs d'ambition globale. Mais il faut quelque chose de concret, mettre quelque chose de concret. Le Robert et moi, on est incompris dans les rencontres multilatérales parce que nous sommes un peu révolutionnaires. Nous aimons dire des choses que les gens ne veulent pas entendre. Et c'est pour ça qu'il dit qu'on a des choses secrètes entre nous. Mais rassurez-vous, ce sont des choses bénéfiques. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Alors, la question de la démocratie, eh bien, vous avez raison. Moi, je suis un journaliste professionnel aussi, même si j'ai abandonné le journalisme pour une profession plus facile qui est la politique.
C'est un moyen facile de promotion sociale, donc tout le monde l'a choisi. Et donc la démocratie doit être la clé du développement de notre pays. Comment envisager le développement d'un pays quand vous empêchez l'expression libre du suffrage du peuple souverain? C'est impossible. Vous allez toujours vous casser aujourd'hui. Beaucoup de pays africains, je ne citerai personne, croient qu'on doit inventer sa propre démocratie. Mais il y a ce que les juristes appellent l'empire des droits naturels. L'empire des droits naturels qu'on met au-dessus de nos constitutions, qui sont dans le préambule de nos constitutions. Ce sont des droits naturels, imprescriptibles, qu'aucune constitution ne peut remettre en cause. Mais beaucoup de pays dans le monde remettent en cause ce droit. Je vous donne un exemple. Je vous donne l'exemple, je ne sais pas s'il y a un représentant de la Guinée équatoriale. Je suis allé en Guinée pour la première fois, il y a quelque temps, et j'ai vu, moi qui suis un pays extrêmement militarisé, le défilé militaire au Tchad prend 4 heures de temps. Je suis allé en Guinée équatoriale, ils n'ont pas notre armée, ils n'ont pas notre police, ils n'ont pas les forces. Je me suis dit, qu'est-ce qui protège ce pays riche? Ce qui protège la Guinée, c'est le droit international. C'est le droit international. Et qu'est-ce qui permet au droit international d'aller? C'est la démocratie. C'est le respect de la démocratie dans le monde. Voilà un peu, nous n'avons même plus besoin d'une grande armée si nous acceptons une démocratie, si nous acceptons le respect du droit international, si nous acceptons le respect du droit tout court. Voilà un peu l'idée principale. Bon, vous avez parlé que j'ai été un chef rebelle à l'époque, mais n'en parlons pas beaucoup. Merci, honorable. Je vous en prie sur vos applaudissements. Merci. Moi, juriste, vous m'aviez touché personnellement par votre sortie. Ce droit naturel dont vous parlez, c'est de Georges Vedel, c'est-à-dire les normes supraconstitutionnelles. C'est un peu de la supraconstitutionnalité qui montre que l'autonomie constitutionnelle peut quelquefois courber les chines devant le droit naturel. Alors, je vais sortir par là avant de donner la parole au chairman pour le mot de clôture, pour l'orientation finale de son Excellence, professeur Robert Ducé. Dit un mot qui peut-être serait pour moi une sorte de présentation personnelle. Je suis Camerounais, c'est vrai, mais je suis, au plan diplomatique, un produit de la diplomatie universitaire togolaise. Pourquoi le dirais-je? Et aussi simple, je suis le produit, le plus produit, n'est-ce pas, du professeur Kofi Azinono, qui m'a tiré la main depuis 2012 et qui m'a agrégé en 2021, et en me laissant le soin entre les mains de ces deux fils qui sont aujourd'hui mes maîtres, et comme je l'ai dit à mon propos, mes créateurs, le professeur Dodi Kokoroko et le président Adama Poda. Vous comprenez que sur le plan de la diplomatie, je ne suis même pas sûr que le professeur Robert Ducé savait que je suis togolais dans l'âme, que je suis un diplomate togolais dans l'âme. J'ai eu tout mon bonheur ici, c'est pour ça que je me sens plus réconforté. Alors, si je peux dire un mot conclusif, bien que les rivalités politiques restreignent l'indépendance stratégique de l'Afrique à travers les dépendances et des interventions, la diplomatie africaine offre des possibilités de diversification et d'accroissement de son autonomie. L'agenda 2063, l'Union africaine et une diplomatie dynamique sont des outils, pense l'honorable Koulamala, cruciaux pour l'efficacité, pour une cohésion africaine juste et libertaire. Parce qu'il faut faire une diplomatie proche de la société et une diplomatie non plus exclusivement institutionnelle. En s'orientant habilement dans ce contexte multipolaire, l'Afrique a la possibilité de convertir les antagonismes, tous ces antagonismes en une levier de souveraineté authentique pour une diplomatie africaine plus consolidée, et le pacte togolais est la voie idoine, la voie de sortie pour une diplomatie africaine encore plus résiliente. Sur ce, je dis merci pour votre présence massive et j'avais dit intelligente. Encore merci, monsieur le professeur Robert Ducé, pour cette invitation. Sur vos applaudissements, j'appelle à chairman
qui invitera son Excellence pour nous dire un mot et puis l'orientation finale. Je vous remercie, honorable Koulamalan. Merci infiniment. Merci pour cette sagesse diplomatie africaine. Vous avez compris, c'est le Tchad qui gagne, c'est le Togo qui gagne. En fait, c'est l'Afrique, c'est la diplomatie africaine qui s'implante. Je vous remercie. Nous vous remercions, cher honorable Abderrahmane Koumalama, une fois encore, et monsieur le modérateur pour cette conférence débat très instructif. Nous allons réinviter son Excellence professeur Robert Doucet pour ses orientations finales. Merci. Merci. Merci, madame la maîtresse de cérémonie. En fait, il n'y a pas une orientation finale. Je voudrais me rassurer si monsieur Adom est dans la salle. Monsieur Adom est dans la salle. Je vous avais promis tout à l'heure que vous allez découvrir et mieux découvrir le ministre Koulamala, ce grand ami. Vous avez vu, il vous a dit un peu à moitié ce qu'il fait, ce que nous avions fait, nos complicités. Mais je vous prie de mieux le découvrir. Et vous allez comprendre par cette vidéo qui va passer. Monsieur Adam, vous pouvez passer la vidéo, s'il vous plaît? Moi, je dormais tranquillement chez moi quand j'ai entendu les coups de feu. Et moi, je suis, comme vous l'avez dit, un ancien rebelle. J'ai pris les armes, etc., tout ça. Et j'ai tout de suite pris ma voiture et j'ai débarqué à la présidence parce que je pensais que c'était un incident très grave. Tous les Tchadiens, nous prenons les armes. C'est pas Moi, quand j'étais porte-parole de la rébellion, j'étais au milieu des combats. Vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas une surprise. Quand le président est attaqué, j'ai couru pour aller le défendre. Mais franchement, je ne m'attendais pas à cette vidéo. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'est pour vous dire que quand j'avais vu la vidéo, je l'ai appelé, j'ai dit, mais grand frère, je ne comprends pas. Tu es ministre des Affaires étrangères avec un pistolet.